Je peux avoir un certain nombre de besoins, de revendications. Si je vous suis et si je suis partisan d'un changement radical de la société, alors il ne me reste que la violence ou l'abstention dans un phalanstère que je construirai loin du monde. Mais non, c'est de la polémique, ça. C'est de la polémique, dire qu'on est acculé au choix entre violence ou phalanstère. Pas du tout. Si le vote ne sert à rien avec l'ensemble de mes concitoyens, que me reste-t-il? Mais la politique, ça consiste à organiser directement, à s'organiser soi-même d'abord et à s'organiser directement avec des gens. Les grands mouvements politiques novateurs n'ont pas commencé par les élections. Hein. Parce que d'où ils viennent, les candidats aux élections? Ils viennent de vieux mouvements politiques ancestraux qui ont été faits par des militants politiques et pas par des électeurs. Donc la question de la politique, c'est la question de ces militants. C'est la question de ceux qui proposent et sont actifs au nom de la représentation qu'ils se font de ce que la société doit devenir. Et ce n'est pas des gens qui vont mettre en rampant dans un isoloir, ça c'est formidable comme mot, l'isoloir. La politique c'est être tous ensemble, mais là c'est l'isoloir. Alors qu'ils vont mettre dans un isoloir un petit papier. Alors mettez-le si vous voulez, votre papier, mais venez pas après pleurer concernant les déceptions graves qui vont être les vôtres. Hein. Est-ce que vous réalisez, juste Alain Badiou, vous avez de la culture, vous avez de l'humour, que votre manière de parler pourrait être ressentie comme une insulte par des gens qui se sont fait tuer pour le droit de vote en 1848, en 1870. Des gens y croyaient à ces choses-là. Ils sont morts pour avoir le droit de voter. Mais évidemment, et je considère que le droit de vote a été, dans l'histoire des idées politiques, une conquête. Mais comme toute chose, les conquêtes, il faut en faire de nouvelles. Donc aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas le droit de vote. Nous votons tout le temps. Nous votons tout le temps, même dans l'université, on est lié à un conseil, dans les hôpitaux, on est lié une commission médicale. Nous passons notre temps à voter. Donc notre question n'est pas la question du droit de vote, évidemment. Nous savons maintenant, depuis un bon siècle, ce que le droit de vote est capable de donner. Et ce que le droit de vote est capable de donner, c'est de toute évidence, sur les questions sociales, économiques et fondamentales, un conservatisme inébranlable. Hein, d'autant plus inébranlable qu'il est périodiquement légitimé par le scrutin. Alors nous devons maintenant aller au-delà de ça, c'est tout. Ça n'est pas contre la conquête du droit de vote par ceux qui, en effet, ont été obligés de pratiquer des émeutes révolutionnaires pour avoir le droit de voter. Est-ce que c'est un retour à la politique, pour que je comprenne bien? Est-ce que c'est un retour au premier sens de la politique, ce que vous souhaitez? Vous appelez ça la République de Platon, j'imagine le mot politique est au cœur de ce débat. Est-ce que c'est ça que vous voulez qu'on revienne, qu'on revienne à ça? Je pense qu'on doit revenir, en effet, aujourd'hui, largement au sens premier ou originaire des mots. Je le pense pour politique, vous avez parfaitement raison. Politique, c'est-à-dire association et action collective de ceux qui appartiennent à la même cité. Je le pense pour démocratie, parce que démocratie dit beaucoup plus et doit dire beaucoup plus que la forme parlementaire de l'État telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je le pense aussi pour communisme, parce que communisme est aussi un mot dont la signification première a été défigurée par les expériences du XXe siècle. Je suis le premier à le reconnaître et à le dire, et je pense qu'il faut revenir à cette signification première. Alain Badiou, vous avez cité plusieurs fois les indignés. Tony Gatliff, qui vous a précédé, a été frappé en allant les filmer par une chose, qu'il n'y avait pas de porte-parole du mouvement. Ça veut dire qu'au fond, les indignés, c'est la cité idéale, tout le monde gouverne? Je ne pense pas tout à fait. Je pense que c'est une caractéristique absolument générale des mouvements de masse. Les vrais mouvements de masse se reconnaissent au fait qu'ils ne sont pas dirigés par des partis, ils ont une spontanéité très grande, ils rassemblent des gens tout à fait disparates, mais nous le voyons bien. Le mouvement de masse n'est qu'une des possibilités du changement politique. Nous le voyons précisément parce qu'à partir du moment où la question du pouvoir entre en jeu, il y a une tension très grande entre les aspirations spontanées du mouvement et la forme du pouvoir. Sans compter que, je le rappelle toujours, et vous en avez fait une objection qu'on peut en effet entendre, n'oublions jamais que jusqu'à présent dans l'histoire, les grands mouvements démocratiques véritables, les mouvements démocratiques populaires, ont toujours été minoritaires, ont toujours été largement minoritaires. Par exemple, toute la presse disait, quand il y avait le mouvement sur la place Tahrir, toute la presse disait l'Égypte est là. D'ailleurs, les manifestants eux-mêmes disaient nous sommes l'Égypte. Enfin, ils étaient une minorité d'Égyptiens. À supposer même qu'ils aient été 1 million ou 2 millions, ce qui était énorme, il restait une toute petite minorité du peuple égyptien. Or, c'était eux ils avaient raison de dire qu'ils étaient l'Égypte. L'Égypte, c'était plus Moubarak, c'était plus la clique au pouvoir. L'Égypte, dans le moment même, c'était eux. Le problème était qu'il reste l'Égypte. Et ça, c'est une autre paire de manches. Au mois d'avril, puis au mois de mai,
est-ce que le philosophe Alain Badiou viendra voter avec le reste de son peuple? Non, je ne voterai certainement pas. Vous ne voterez pas? Je ne voterai pas. Non seulement je ne voterai pas, mais je ferai mon devoir de citoyen en publiant un livre, un petit livre, expliquant pourquoi il est inutile et éventuellement nuisible d'aller voter. Petit livre que je recommande évidemment à tout le monde ici, et dont j'espère, vu sa taille, qu'il peut même être lu par quelqu'un dans le métro lorsqu'il se rend au bulletin de vote, et que l'ayant lu dans le temps du trajet, il renoncera à entrer dans l'isoloir. Alain Badiou, j'ai juste une question à vous poser qui me turlupine depuis des années, et puisque vous êtes là, je vais vous la poser. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose sur un article, puisque vous avez parlé du communisme, de 79, consacré au Khmer Rouge dans Le Monde, où vous écrivez, alors qu'on sait, entre 75 et 79, il y a 2 millions de morts au Cambodge, et vous écrivez à la une du Monde, Kampuchéa vaincra, alors qu'on sait qu'il y a des millions de morts, des enfants torturés. Est-ce que, je crois que c'est 33 ans après, est-ce que vous regrettez cet article? Oui, je le regrette. Je le regrette, et j'ai l'occasion de le dire ici publiquement, je le regrette. Et je m'intéresse beaucoup aux raisons pour lesquelles je l'ai écrit. Ça ne me suffit pas de regretter. Regretter, on peut toujours le faire. Je m'intéresse à la question de savoir pourquoi je l'ai écrit. Et je l'ai écrit, je pense, et c'est une des raisons de ma méditation politique contemporaine, je l'ai écrit parce que j'avais été enthousiasmé par la victoire des Khmers rouges en 1975. Je n'ai pas été le seul. Lisez même les premières pages du Monde à cette époque-là. Il y a eu un enthousiasme pour cette victoire. Et j'ai voulu garder en moi cet enthousiasme, contre sans doute le réseau des informations disponibles. Et ça m'a amené à une méditation très importante, je crois, sur la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une victoire. Il y avait victoire. Et pourquoi nous étions enthousiastes? Parce que c'était la victoire d'un tout petit peuple contre l'énorme armée américaine. Et c'était donc la validation d'un énoncé fameux de Mao qui était qu'un petit peuple, s'il est uni, peut venir à bout d'une grande puissance. Problème qui se pose encore aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde. Et alors, nous avons été enthousiasmés par cela. Et lorsque les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, parce que c'est tout de même ça qu'il s'agit, cette invasion m'a paru détestable. Voilà. Et évidemment, vous voyez, c'était dans une conjoncture très complexe parce que l'article, si vous le relisez, je l'ai présent à l'esprit, est un article contre l'invasion vietnamienne. C'est pas un article qui dit le Kampuchea. C'était la campagne anti-cambodgienne. Voilà, c'était sur la campagne militaire. Hein. Il ne faut pas oublier que le Cambodge a été envahi par les Vietnamiens en 1979. Et je crois que là, nous devons méditer au terme du XXe siècle sur les ravages faits dans les rangs de la pensée progressiste et communiste, reprenons ce vieux mot, par l'enthousiasme victorieux, prématuré et sans limite. Parce que les millions et millions de gens qui sont restés enthousiastes de la révolution bolchevique, même sous Staline, posent une question encore bien plus vaste que mon errance cambodgienne. Et cette question beaucoup plus vaste, c'est celle du fait que, en réalité, les peuples sont rarement victorieux. Et que tout le monde le sait. Et qu'une victoire, fût-elle douteuse, fût-elle partagée, fût-elle obscure, a une puissance de ralliement extraordinaire. Mais nous savons maintenant qu'il faut s'en méfier. Et je dirais même que, au fond, une des grandes tâches de la politique contemporaine, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'une victoire. Qu'est-ce que c'est qu'une réelle victoire? Une réelle victoire de la politique au sens retrouvé de ce mot fondamental, et pas naturellement au sens de la victoire d'un tel contre un tel à raison de l'addition des isoloirs. Merci beaucoup Alain Badiou pour la sincérité de votre réponse. Merci pour ce moment partagé avec nous. La République de Platon est publiée chez Fayard. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Claude.